Cette vidéo va détailler les particularités liées à l'autisme. En effet, en médiation équine, il est important de les connaître afin d'être en mesure de les repérer, de les comprendre et ainsi d'aider la personne autiste à s'adapter et à exprimer au mieux ses capacités. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment faire face à certains comportements autistiques problématiques en séance de médiation équine. Tout d'abord, je ferai quelques rappels et je vous invite aussi à revoir la vidéo médiation équine et troubles du neurodéveloppement. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui se caractérise dès le plus jeune âge et tout au long de la vie par des altérations des fonctions de communication et d'adaptation sociale, ainsi que par des particularités cognitives, sensorielles et comportementales. Les avancées scientifiques ont montré que les anomalies étaient liées à des altérations du développement et du fonctionnement de réseaux neuronaux. Ces troubles sont partagés par des personnes très différentes selon leur degré de sévérité, mais aussi du fait de leur association à d'autres pathologies, d'où le terme trouble du spectre autistique, ou TSA, qui est actuellement utilisé. Il est important de considérer que chaque enfant autiste est unique, avec un fonctionnement et des besoins qui lui sont propres. Les recherches scientifiques ont mis en évidence des anomalies dans le traitement des informations sensorielles, ainsi que des déficits de fonction neuropsychophysiologiques, des anomalies du fonctionnement cérébral dans les zones concernant le langage et les compétences sociales, et des anomalies des réactions cérébrales au changement. Il n'y a pas de cause unique, mais des interactions entre des facteurs de vulnérabilité génétique et des facteurs environnementaux, toxiques ou infectieux, entre autres. Les particularités du spectre de l'autisme à prendre en considération en médiation équine vont concerner plusieurs domaines: la communication, le langage, la sensorialité, la cognition, les capacités d'adaptation, les émotions, la motricité, le comportement et la mise en œuvre des compétences. Les troubles de la communication se manifestent par des difficultés à interagir, à établir le contact par le regard, à faire attention à autrui, à utiliser des moyens non verbaux pour communiquer, comme les mimiques, les postures, les gestes, et aussi des difficultés à comprendre les signaux non verbaux venant d'autrui. Il s'associe des difficultés de communication par le langage oral avec une absence ou un retard de développement du langage qui touche la compréhension et l'expression, ainsi que des particularités du langage comme l'écholalie, c'est-à-dire la répétition immédiate ou différée de mots ou de phrases qui ont été entendues. La prosodie peut être atypique. D'autre part, l'utilisation des pronoms est difficile à intégrer, de même que la fonction symbolique du langage. Les difficultés de relation se traduisent aussi par certains comportements, comme prendre la main d'autrui pour indiquer ce qu'on veut, être indifférent envers autrui, parler toujours du même sujet, répéter des mots ou des phrases, c'est l'écholalie, ne pas comprendre les règles sociales. Les particularités sensorielles sont liées aux troubles de l'intégration, de la modulation et du traitement des informations sensorielles. Elles se caractérisent le plus souvent par une hypersensorialité, c'est-à-dire des réactions excessives aux sons, aux environnements bruyants, à certaines stimulations, avec pour retentissement un évitement de la situation ou des réactions excessives. À l'inverse, on constate parfois une hyposensorialité qui entraîne une recherche de stimulation inappropriée. Hyposensorialité et hypersensorialité peuvent être intriquées et cohabiter. Il existe souvent des particularités visuelles, telles qu'une attention aux détails, des difficultés d'exploration visuelle et des difficultés de contact oculaire. Alors, quelques exemples de particularités sensorielles. Les personnes qui souffrent d'hypersensorialité n'aiment pas qu'on les touche, ne supportent pas les vêtements qui grattent,
les bruits forts ou aigus, les lumières vives, certains aliments, certaines odeurs, avoir les mains sales par exemple. Certaines personnes recherchent des stimulations vestibulaires et aiment se balancer. D'autres flairent les objets ou les personnes, ou bien s'intéressent à un détail ou une partie de l'objet ou de la personne. Certaines aiment être fortement serrées. Les personnes ayant un seuil de réactivité augmenté présentent une hyposensorialité qui se manifeste par la recherche de fortes stimulations telles que les lumières vives, les objets brillants, les bruits forts, les stimulations douloureuses. En ce qui concerne la douleur, dans tous les cas, les réactions à la douleur peuvent être modifiées et atypiques. On peut aussi parfois observer des comportements alimentaires particuliers, comme un refus de certaines textures, une sélectivité pour des aliments d'une certaine couleur et un refus des autres, et aussi l'absorption de choses non comestibles, par exemple du sable ou de la terre. Le domaine cognitif est marqué par une hétérogénéité des capacités et un déficit de certaines fonctions cognitives, comme la capacité à maintenir son attention sur une activité, à associer entre elles des informations ou des actions, à avoir des intentions, à imiter une action ou du langage, à trouver un moyen pour atteindre un but, à planifier des actions, à se repérer dans le temps et dans l'espace, à résoudre des problèmes, à raisonner, à se représenter mentalement les choses. Les centres d'intérêt sont restreints et souvent atypiques. On peut observer une fascination par des objets inhabituels comme des bouts de ficelle, des plumes, des miettes, ou une utilisation des objets ou des jouets de façon inhabituelle, par exemple faire tourner indéfiniment une roue de petite voiture. Il y a une tendance aux activités, aux actions répétitives, un besoin de rituel et d'immuabilité, des intérêts qui sont spécifiques, atypiques et envahissants. Par exemple, une personne peut avoir un intérêt très marqué pour les trains et envahissant. Des stéréotypies, c'est-à-dire une tendance à répéter les mêmes gestes, sons, paroles, comportements, façon d'utiliser les objets. Et ces stéréotypies viennent perturber les apprentissages et l'intégration sociale. Tous ces comportements sont plus ou moins envahissants et peuvent s'accentuer dans certaines situations, comme les situations de stress ou d'ennui. Mais ils peuvent aussi aider la personne à se détendre. C'est pourquoi il est important de prendre en compte les besoins de la personne et de savoir décoder ses comportements. L'adaptation à l'environnement est difficile. Les changements sont mal tolérés, les personnes autistes manquant de stratégies adaptatives. Les activités et les environnements nouveaux sont source d'anxiété avec possibilité de vives réactions comportementales. On observe aussi des particularités motrices telles qu'une dystonie, des gestes atypiques, des stéréotypies. De plus, les personnes autistes ont des difficultés à exprimer leurs émotions, à les contrôler. Par exemple, elles peuvent rire de façon inappropriée ou bien être submergées par l'anxiété. Elles ont aussi du mal à comprendre les émotions d'autrui. Le comportement et la mise en œuvre des compétences s'expriment de façon variable en fonction de l'environnement. Les personnes autistes sont en quelque sorte environnement dépendantes. Certaines compétences qui semblent être acquises peuvent ne pas être extériorisées si la personne n'est pas dans des conditions favorables. Et ce n'est pas de l'opposition, c'est simplement une incapacité à mettre en œuvre ces compétences. Sur cette image figure tout ce qui est difficile à faire et à vivre pour une personne autiste et qui va lui demander beaucoup d'énergie. Supporter le bruit, imiter les autres, comprendre les émotions d'autrui, participer à une conversation, comprendre l'enjeu des relations, ne pas trop parler de ses passions, éviter de faire ses stéréotypies, surmonter l'anxiété. Des aides à la communication peuvent être utilisées pour aider à comprendre les situations, les demandes, les changements et les contraintes. Cela permet de favoriser donc la compréhension
l'échange, la relation et de réduire les troubles du comportement qui sont liés à l'anxiété. Et c'est aussi un appui pour développer le langage oral. Ces aides à la communication peuvent être des moyens augmentatifs lorsqu'il existe déjà certaines potentialités de langage oral, ou bien alternatifs lorsque le langage oral n'est pas encore présent. Ces moyens peuvent être simplement des routines, des gestes, des mimiques, ou être plus complexes comme des aides visuelles, comme des photos, des images, des pictogrammes, ou des systèmes tels que le PEX, qui est un système de communication par échange d'images, et le Makaton, qui est un programme d'aide à la communication et au langage, constitué d'un vocabulaire fonctionnel qui va être utilisé conjointement avec les signes et ou les pictogrammes. La langue des signes peut aussi être une solution adaptée pour permettre à la personne autiste de communiquer, de développer sa pensée et de s'épanouir. On retiendra que chaque personne autiste est unique quant à ses particularités et ses besoins, qu'il faut savoir analyser les difficultés et s'y adapter, et qu'il est important de prendre aussi en compte les compétences de la personne. Et pour finir, voici quelques références bibliographiques.